Automne 1989. Des ovnis survolent le territoire de la Belgique. Les témoins se comptent par milliers. Les chasseurs de l'armée nationale décollent, mais ne trouvent nulle trace. Dans certains cas, les radars ont pu suivre ces objets. Le mystère des phénomènes ovnis visibles sur cette photo originale n'est toujours pas percé. Conférence de presse. L'armée de l'air belge considère les ovnis comme bien réels. Le général de Brouwer répond de façon objective, évitant les déclarations hâtives si fréquentes aux États-Unis. La station radar de Blouon. Il montre une vidéo du radar d'un F-16 qui a enregistré la route suivie par un des objets non identifiés. Kan het misschien een geval zijn van collectieve zinsbegoocheling, zoals ons wordt gesuggereerd? Dat geloof ik niet. Dat wordt niet geregistreerd op een radarscherm en dat wordt niet geregistreerd op een cassette. Goed, dus het is geen vliegtuig, geen laserstraal en zo verder. Wat is het dan wel? Wij weten het niet. À propos de la réaction en Belgique, on était en droit d'attendre que le pays qui abrite le siège de l'OTAN et le Conseil de l'Europe s'attaque au problème. Mais non, pas du tout. Nous sommes allés voir le ministre belge de l'Intérieur qui nous a demandé si la population était menacée. Non, mais la question n'est pas là. Pour les autorités, l'affaire était classée. Quels sont les objets non identifiés qui ont survolé le territoire belge juste à la fin de la guerre froide? Apparemment, cette question n'intéresse plus que les ufologues. Or, ceux qui pratiquent l'ufologie ne sont pas pris au sérieux. Ils sont même considérés comme des farfelus, surtout après le travail de sape effectué par l'armée et les services secrets américains pendant des décennies. De fait, nombre de participants à la conférence préfèrent ne pas être filmés. Les scientifiques se montrent particulièrement prudents. Seuls ceux qui ont renoncé à faire carrière acceptent de parler à visage découvert. Un scientifique ne peut pas dire qu'il s'occupe d'ufologie, c'est tabou dans la société. Pas parce que la vérité triompherait sur ces prétendus pantins, mais parce que le public, sans être informé, a déjà son opinion. C'est le principe même de la démocratie qui est menacé. Une démocratie implique que beaucoup de gens se forgent leur propre opinion et veillent à ce que le pouvoir s'exerce correctement. C'est le cas de figure idéale. Encore faut-il que la population soit correctement informée. C'est justement ce que certains veulent empêcher. Cette évolution est très sournoise. L'ufologie, l'étude des ovnis, n'est qu'un exemple parmi d'autres pour illustrer cette dérive. Les gens doivent comprendre que les apparitions d'ovnis ne sont pas un problème scientifique abstrait. C'est un problème capital sur le plan de la sûreté nationale. La bombe atomique. Elle a vu le jour dans les années 40. Au départ, les Américains sont les seuls à la détenir. Les États-Unis gardent secrète leur découverte nucléaire pour asseoir leur suprématie. This was the fiery birth of the atomic bomb, culmination of centuries of step-by-step advance in the scientific quest, achievement of intense international effort by the Democratic Allies, product of unremitting research and toil since 1939. This instant of fury and flame and of violence beyond conception sounded the end of an age and heralded a new era in the destiny of mankind, a new relationship of man to his universe. Oak Ridge. L'Institut des études nucléaires est un des nombreux sites du programme atomique des États-Unis. L'armée de terre, la Navy et l'Air Force possèdent leurs propres installations, dont bon nombre sont concentrées dans le désert du Nouveau-Mexique. Or, c'est au-dessus de ces sites top secrets que sont détectés les premiers objets non identifiés, baptisés plus tard OVNI. L'armée et le FBI lancent aussitôt une enquête secrète. En 1947, il était interdit de survoler Oak Ridge, or un engin l'a fait. C'est tout de même grave. J'ignore de quoi il s'agissait, mais si j'avais été en charge de la sécurité d'Oak Ridge, j'aurais absolument voulu savoir.
Eh bien, les responsables de la Commission de l'énergie atomique et les hauts responsables militaires ne voulaient pas savoir, alors que les violations aériennes au-dessus de ces sites sensibles se sont répétées. Il y a eu une période d'activité intense où des véhicules étranges sillonnaient le ciel. Bill Gibson est intégré à la base aérienne de Holloman. Il filme les essais de missiles effectués dans le plus grand secret pour les trois armées. Les militaires mettent les bouchées doubles pour combiner missiles et têtes nucléaires. Les films tournés par les caméramans comme Bill Gibson sont analysés par les scientifiques. On filmait tout. Des V2, des missiles RR, tous les types de missiles. Ces essais sont-ils espionnés? Le personnel civil et militaire des bases aériennes signale des violations de l'espace aérien par des soucoupes volantes et des boules de lumière verte. Ils se plaignaient que des objets survolaient leurs installations. Ils voulaient savoir de quoi ils retournaient. Des ovnis ont été vus par des ingénieurs de renom, des pilotes et des photographes. Des fermiers, des cow-boys, des employés de maison racontaient ces histoires de petits objets volants aperçus devant leur porte. Dans un document rédigé en septembre 1947, le général 4 étoiles de l'Air Force, Nathan Twining, qualifie ces objets de réels et non de visions ou d'hallucinations. Il les décrit même avec force détail. Ce sont des objets métalliques, en forme de soucoupe, ne lâchant aucune traînée de condensation, silencieux, qui s'esquivent dès qu'ils sont localisés, surmontés d'une coupole et à base plate. L'inquiétude gagne les installations d'essai. Les trois armées se disputent la suprématie nucléaire et se méfient comme la peste les unes des autres. Les soupçons prennent une ampleur démesurée. Ils ont accusé la base aérienne de Holloman de faire voler des objets au-dessus de leur zone. Ils ont accusé la base de missiles de White Sands d'envoyer des objets au-dessus de leur zone. La confusion règne au Pentagone. Les ovnis seraient-ils un projet américain ultra secret? La réponse est non. Alors qu'est-ce qui survole ainsi les installations d'essai? Le capitaine McGovern a proposé de faire voler un avion 24 heures sur 24, au cas où on signalerait un objet volant non identifié. Une plateforme volante truffée de caméras et d'appareils photo est censée faire la chasse aux ovnis. En vain. Les bombardiers B-25 se révèlent bien trop lents pour les objets mystérieux. La routine à leur bord est ennuyeuse. Un jour, par le plus pur des hasards, les caméramans surprennent enfin un ovni lors d'un essai avec un V2 effectué en présence de Werner von Braun. Une des caméras à Scania a capturé un objet dans le ciel, puis un second. Et ce dernier a disparu en une seconde à une vitesse inouïe. Cela fait bien longtemps que l'Air Force attend un tel événement. La pellicule sensationnelle est confisquée avant même d'être développée. Le film a été récupéré par un pilote de chasse. Nous avons tenté de savoir où il allait, mais il n'avait pas remis de feuille de route. Dès qu'on filmait quelque chose, l'Air Force récupérait la pellicule. On ne voyait jamais le résultat. Gibson filme quelques 50 témoins d'ovnis. L'un d'eux était un berger. Il ne parlait pas un mot d'anglais. Mais le dessin qu'il a fait de l'objet non identifié qu'il a vu ressemblait très fort à l'objet filmé au-dessus de la base de White Sands. La base aérienne de Wright-Patterson est le quartier général de l'Air Force. On y centralise tout le matériel recueilli sur les ovnis. Les archives sont gigantesques. Mais tous les films d'ovnis et des observations d'ovnis ont disparu. Tout ce que j'ai eu comme explication, c'est que ce genre d'informations avait été détruite pour faire place à de nouvelles archives.
On en pense ce qu'on veut, mais c'est plausible. Si les hauts responsables ont estimé que les ovnis ne constituaient pas un problème, je comprends qu'ils aient jeté ce matériel. Mais j'ignore s'ils l'ont vraiment fait. La nature des documents que l'Air Force a jugé bon de conserver a de quoi surprendre. Sous la rubrique OVNI, hormis ce témoignage ornithologique, les archives de l'armée de l'air américaine contiennent des prises de vue qui n'ont rien de spectaculaire. Engins en tout genre, traînées de condensation et autres bric-à-brac. Honni soit qui mal y pense. Ce problème ressemble à un puzzle de 5000 pièces dont on aurait retiré plus de 3000 pièces avant de glisser des pièces qui lui sont étrangères. Et il faut deviner ce que ce puzzle représente. L'armée et les services secrets adoptent une double stratégie. En interne, les ovnis sont pris très au sérieux. Pour le public, on les banalise. Selon Dulles, patron de la CIA, la meilleure façon de préserver un secret, c'est de donner l'impression qu'on le partage. Le cas des ovnis est classé top secret. Plus les témoignages d'ovnis augmentaient, plus les responsables de la CIA se disaient qu'il y avait quelque chose derrière. Ce qui est compréhensible quand on songe à l'état d'esprit de la guerre froide. L'administration Truman et celle d'Eisenhower craignaient que les Soviétiques ne lancent une attaque surprise. Les Américains sont donc convaincus que les Soviétiques se cachent derrière les ovnis. Les Russes auraient-ils conçu des soucoupes volantes avec l'aide de scientifiques allemands? Ils ont essayé, mais sans grand succès. Américains et Britanniques soupçonnent depuis longtemps les Soviétiques de construire des ovnis. En fait, depuis les événements en Suède, 1 an après la fin de la guerre. S'agit-il de la même arme secrète soviétique? Les fusées fantômes ont frappé la Suède durant le printemps 1946. Le phénomène a culminé au milieu de l'été 1946, ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de l'armée. À partir de là, il y a eu quantité de rapports sur des objets en forme de cigare, dépourvus d'ailes ou pourvus d'ailettes, dont bon nombre se sont écrasés dans les lacs à travers la Suède, la Finlande et la Norvège. Les fusées fantômes ont fini par s'appeler OVNI. Beaucoup d'observations de l'époque concernent des météorites, comme sur la seule photo de fusée fantôme. Les cas les plus intéressants sont les témoignages des pilotes de l'armée qui les ont vus en plein vol. Le 14 août 1946, un pilote et son copilote, volant dans le centre de la Suède, ont soudain vu surgir sur leur gauche un objet étrange, en forme de cigare. Ils ont viré pour le prendre en chasse, mais l'objet les a semés. Ils n'ont pas réussi à le rattraper. Des fusées mystérieuses qui supplantent les avions de chasse, l'armée suédoise est aux aguets et elle n'est pas la seule. Les fusées fantômes sont prises très au sérieux et font la une des journaux durant plusieurs semaines aux États-Unis. Une carte secrète de l'époque. Chaque point représente l'observation d'un ovni. Le tiret détermine sa direction. On s'attend à ce que les tirets pointent vers l'est, vers la Russie. Or, il n'en est rien. Les Suédois envoient tout de même des avions espions sur la côte russe. Les avions n'ont détecté aucune rampe de lancement, aucune fusée fantôme, absolument rien. Or, les fusées ont continué à survoler la Suède durant plusieurs mois. Un jour,
4 objets non identifiés survolent la Suède en 4 points différents avant de s'abîmer dans des lacs. Un des objets s'est écrasé au milieu du lac de Kolmjärv. Le village comptait 600 habitants à l'époque. Ils ont tous entendu un bruit terrible. Et toutes les vitres du village ont volé en éclats. L'objet a coulé au milieu du lac. L'armée suédoise entame une enquête de grande envergure. Elle veut extraire l'objet du lac. Faute de plongeurs à l'époque, elle sonde 30 000 échantillons prélevés au fond du lac. Les soldats le sondent avec des bâtons dans l'espoir de trouver la carcasse. En dehors d'un long renfoncement sur le fond, ils ne détectent rien. Les militaires n'ont pas trouvé la moindre trace de ces mystérieuses fusées. Ils se demandaient pourquoi on tirait sans cesse des fusées vers les lacs suédois. Ils étaient perplexes. La Suède, pays neutre, enquête avec le soutien de l'étranger. Les Britanniques ont créé une commission d'enquête sur ce phénomène. La CIA aussi. Les craintes étaient donc bien réelles. Durant cette période, la Suède reçoit nombre d'invités haut placés. Le général américain David Sarnoff, expert radio, le héros de guerre britannique Douglas Bader et le général américain Jimmy Doolittle, ce dernier officiellement en visite en tant que vice-président de Shell. Durant la Seconde Guerre mondiale, il avait enquêté sur les boules de lumière qui suivaient les bombardiers américains au-dessus de l'Allemagne et du Japon. Jimmy Doolittle est-il venu enquêter sur les ovnis ? Il travaillait pour les services secrets. En 1954, il a notamment écrit un rapport pour Eisenhower sur l'organisation et l'efficacité de la CIA. Tout responsable d'un organisme public confronté à un problème insurmontable le soumettait à Jimmy Doolittle. Pas seulement des problèmes d'aviation, mais toutes sortes de problèmes techniques. Washington est convaincu que ce sont les soviétiques qui envoient les fusées fantômes. Ce sont ceux qui ne croient pas aux ovnis qui sont ridicules. Extrait de cet article. Si les soucoupes volantes ont été vues par de sobres citoyens à travers tous les États-Unis, en revanche, en Europe, on n'y croira pas avant d'en avoir capturé une au lasso et de l'avoir fait photographier par Frank Sinatra, l'ambassadeur britannique et 5 juges de la Cour suprême. Alaska. La guerre froide chauffe plus qu'ailleurs dans les glaces éternelles. Dans l'Arctique, les superpuissances s'observent à courte distance. Si les soviétiques attaquent par les airs, ils le feront par le chemin le plus court, via le pôle Nord. L'état-major américain est convaincu que la plupart des ovnis arrivent du pôle Nord. Sont-ils les précurseurs d'une attaque imminente ? La CIA pense quant à elle que les ovnis servent à saturer le système radar des États-Unis afin de paralyser sa défense aérienne. Les incursions d'ovnis seraient, elles, destinées à saper les chasseurs d'interception américains et à lasser leur vigilance en vue de l'attaque décisive. Peut-être les Russes cherchent-ils à provoquer la panique générale dans la population et l'armée américaine. Un événement comparable s'était produit en 1938. Avec sa pièce radiophonique géniale sur l'invasion fictive des Martiens, Orson Welles avait provoqué une panique collective sans précédent aux États-Unis. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. L'émission est une véritable leçon sur la puissance évocatrice des médias. L'événement fait date et bouleverse le monde. Les politiciens américains ont grandi dans cette atmosphère. Ils connaissaient le phénomène. Ils pensaient que si les soviétiques avaient recours à la guerre psychologique, c'était pour provoquer la panique dans la population américaine et attaquer les États-Unis par surprise.
Cela a joué un rôle important sur le plan psychologique, sans l'ombre d'un doute. Les plus sombres théoriciens de la conspiration font partie des services secrets. Selon eux, si les ovnis sont envoyés par les Russes, ceux qui s'y intéressent travaillent à leur solde, aussi inoffensifs soient-ils de prime abord. Les groupes d'ufologues qui voient le jour sont-ils constitués de communistes? Les ovnis participent-ils d'une conspiration? Les soviétiques ont-ils mis au point une tactique d'infiltration très subtile dans l'objectif d'envahir les États-Unis? En tout cas, surveiller les suspects ne peut pas faire de mal. Aucun communiste ne se trouve dans les hautes sphères des groupes d'ufologues, ni aucun soldat soviétique d'ailleurs. En revanche, les informateurs de la CIA y sont très nombreux. Le FBI met les ennemis de l'État sous haute surveillance. 200 000 personnes doivent être arrêtées et emprisonnées en cas de guerre. Tous ceux qui s'intéressent aux ovnis deviennent suspects. « 1952. Les observations d'ovnis se multiplient à travers tout le pays. Les militaires sont de plus en plus nerveux. Si vous étiez entré dans la base aérienne de Wright-Patterson en juillet 1952, vous auriez cru qu'une invasion se préparait. Soudain, un incident majeur. Des ovnis sont aperçus au-dessus de Washington, de la Maison-Blanche, 2 week-ends d'affilée. Aéroport international de Washington, D.C., 26 juillet 1952. Peu après avoir décollé, le pilote Casey Pierman demande au contrôleur du ciel s'il voit ce qu'il voit. Howard Cochrane, 85 ans aujourd'hui, était dans la tour de contrôle. L'objet était plat à sa base, arrondi au sommet et entouré de lampes. Il était plus petit que l'avion de ligne. L'objet est également repéré par le radar. Tous les contrôleurs de service cette nuit-là voient l'objet volant faire le tour de l'aéroport. Il a fait plusieurs tours, puis il s'est arrêté ici. Il est monté, puis descendu plusieurs fois. Puis il est remonté avant de disparaître en direction de l'ouest. Différentes stations radars de l'armée de l'air détectent également 2 week-ends de suite des ovnis. Des chasseurs d'interception décollent de la base Andrews, le plus souvent sans résultat. Un avion suit un ovni, mais il n'arrive pas à s'approcher à distance de tir. Washington est-elle menacée? Ça n'était pas une mince affaire. Les ovnis n'étaient pas plus spectaculaires que d'autres ovnis aperçus par des militaires, mais ils étaient apparus au-dessus de la Maison-Blanche. Les ovnis ont causé une immense inquiétude à la Maison-Blanche et au président Truman, et une immense inquiétude au sein de la CIA, dont le patron, Bedell Smith, a aussitôt ordonné une enquête. Les ovnis font la une de la presse alarmiste. Des journalistes révèlent même que l'Air Force tente sans succès d'abattre des ovnis. Washington doit réagir pour éviter la psychose collective. L'Air Force organise la plus grande conférence de presse depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon l'explication officielle, l'apparition des ovnis était due à un phénomène atmosphérique appelé inversion de température. Une couche d'air froid se trouvant entre 2 couches d'air chaud, provoquant un écho-radar qui trompait les techniciens. J'ai expliqué que ce que nous avions vu n'était pas dû à une inversion de température, car l'objet se déplaçait rapidement d'une position à une autre.
En pistant l'objet sur l'écran radar, nous avons calculé que sa vitesse était de 1600 km/h. Le problème, c'est que le personnel affecté au radar connaissait parfaitement le phénomène d'inversion de température. Tous ont dit que ça ne pouvait pas être ça, qu'il s'agissait d'objets solides. Mais bien entendu, ces techniciens n'ont pas été invités à la conférence de presse. La conférence de presse de dédramatisation est confiée au colonel John Sanford, chef des services secrets de l'Air Force. Il mène sa mission à bien. En 1956, il sera nommé patron de la National Security Agency. We have received and analyzed between 1 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources. Of this great mass of reports, we have been able adequately to explain the great bulk of them, explain them to our own satisfaction. We've been able to explain them as hoaxes, as erroneously identified friendly aircraft, as meteorological or electronic phenomena, or as light aberrations. La presse annonce qu'aucune menace n'est à craindre. La CIA confirme en mettant en scène la commission Robertson qui réunit plusieurs scientifiques. Ils sont censés définir la ligne de conduite en matière d'OVNI. Aucune observation ne sera plus prise au sérieux afin d'éviter au maximum tout risque de panique collective. La commission Robertson est restée pendant 12 heures en réunion. Aujourd'hui, nous savons que le rapport n'a pas été rédigé par un des membres de la commission Robertson. Il est l'œuvre d'un certain Frédéric Durand, membre de la CIA. Et les conclusions ont été écrites avant l'enquête, c'est-à-dire avant que les membres de la commission aient fini leur travail. Au sein de la CIA, les conjectures vont bon train. En octobre 1952, de hauts gradés militaires prétendent que les ovnis sont des vaisseaux extraterrestres. Un comble. Comment se fait-il que la presse se soit montrée si complaisante par rapport à la version officielle du Pentagone? Il est incontestable que les plus grands médias américains ont étroitement collaboré avec les principaux services secrets. C'est un fait, en particulier avec la CIA. C'était particulièrement vrai dans les années 40, 50 et 60. Nous savons que la CIA a incité 400 journalistes à travailler pour elle à l'insu de tous. Nous parlons de journalistes occupant des postes à la chaîne CBS, au New York Times et au Washington Post, dans les médias les plus importants. Cela signifie-t-il que la CIA contrôlait toutes les nouvelles qui sortaient aux États-Unis? Eh bien non, pas nécessairement. Cela signifie-t-il que la CIA était capable d'influer de façon décisive sur les nouvelles rendues publiques? La réponse est oui, indubitablement. Je pense qu'ils ont un peu géré l'information, je ne le nie pas. Les responsables craignaient que la population panique davantage en apprenant que la CIA s'en mêlait. La CIA a donc tout fait pour que les Américains ne soient pas au courant de son implication. Ce n'est pas tout. Les ovnis, ou soucoupes volantes, comme on disait alors, héritent d'une nouvelle image. Exit la menace rouge et bonjour le ridicule. La presse à sensation, le petit peuple, les enfants s'en emparent. N'empêche que la vigilance ne se relâche pas. Le 4 octobre 1955, un sénateur américain en voyage en Union soviétique a aperçu un ovni. C'était le sénateur Richard Russell. I am certain that I can carry every one of the southern and border states against General Eisenhower, and he has considerable strength in that area against almost any other Democratic candidate. Richard Russell est un des hommes les plus puissants de Washington. Responsable de la commission militaire au Congrès, il est un des candidats démocrates à la présidence dont le gagnant sera opposé au général Eisenhower. Russie 1955. Richard Russell est en mission diplomatique avec 2 accompagnateurs américains. Il voyage en train et ne trouve pas le sommeil. Il regarde par la fenêtre. Russell a vu un objet
s'élever, s'arrêter, puis partir. Il ressemblait à une soucoupe volante. Il était rond. Il a pu différencier plusieurs couches de l'OVNI. Il a appelé ses deux accompagnateurs alors que l'objet avait disparu. Les trois hommes ont vu un second objet s'élever et partir comme le premier. 2 ans plus tard, l'affaire parvient à la presse. Aux questions des journalistes, Russell répond qu'on lui a demandé de ne pas révéler cette affaire. Au milieu des années 80, les ufologues obtiennent de la justice que le dossier de la CIA soit rendu public. Il était convaincu d'avoir vu un ovni. Ça a aussitôt déclenché l'alarme à la CIA, comme vous pouvez l'imaginer. Les agents ont interrogé le sénateur Russell et d'après sa description, ils ont déterminé que Russell n'avait pas vu un ovni ou une arme secrète, mais bien un avion de chasse traditionnel décollant à la verticale. L'explication officielle de la CIA, c'est que Russell avait confondu un avion russe décollant à un angle ultra-vertical avec un ovni. Mais quand on lit la déposition du sénateur, ça ne colle pas. Les deux explications ne cadrent pas. Russell parle clairement d'un vaisseau en forme de soucoupe. Comment interpréter les conclusions officielles de la CIA au vu de la déposition de Russell? Bonne question, mais je ne connais pas la réponse. On est en droit de s'inquiéter en examinant à fond ce dossier. Ou bien les soviétiques voyaient eux aussi des ovnis, ou bien ils fabriquaient des ovnis. Bien sûr que la CIA était très inquiète de ce qui se tramait en Union soviétique, d'autant que les témoignages d'ovnis continuaient d'affluer, alors qu'il n'y en avait nulle trace dans la presse soviétique. La CIA a fini par se dire que le gouvernement soviétique développait un avion secret ou une arme secrète et qu'il interdisait tout article sur les ovnis. Les décideurs politiques aux États-Unis étaient très inquiets. En effet, les Russes tentent de construire des engins volants en forme de disque. Les premiers d'après des plans allemands datant de la Seconde Guerre mondiale, ensuite des créations russes. Rien n'a jamais été publié sur ces essais. On en connaît très peu de choses. Cet engin volant qui semble être un dirigeable date des années 70. La fabrication d'une soucoupe volante n'est pas compliquée en soi. C'est possible. Le principe de propulsion pour ce genre d'engin, c'est l'antigravitation. L'État engageait des sommes colossales pour les recherches sur l'antigravitation. J'ai moi-même travaillé sur ce projet. Les États-Unis et le Canada développent aussi des soucoupes volantes. En 1955-1956, des articles sont apparus dans la presse américaine selon lesquels on procédait à des recherches sur l'antigravitation. On annonçait de grandes avancées imminentes et différents essais avec des engins en forme de disque. L'entreprise canadienne Avro crée l'Avrocar pour le compte de l'Air Force. Il s'agit d'une soucoupe volante. L'appareil fait un bide. L'Avrocar n'arrive pas à s'élever à plus de 2 mètres du sol. Cet aéroglisseur de qualité médiocre est terriblement instable en suspension. Après quelques essais, l'unique exemplaire est aussitôt envoyé au musée. L'Avrocar n'est qu'une manœuvre de diversion afin de garder secret le véritable projet en cours, Silverbug, une soucoupe censée voler à une vitesse supersonique. Silverbug n'a jamais décollé.
Certains ovnis sont toutefois d'origine bien terrienne. Un des chapitres marquants de l'épopée des ovnis commence en 1954-1955, jusque dans les années 60, avec une augmentation sensible des observations d'ovnis. Pas seulement de la part de citoyens lambda, mais aussi de pilotes et de contrôleurs aériens ayant vu des ovnis entre 20 et 23 km d'altitude. Ces années-là débutent les essais du U-2, un avion espion de la CIA qui peut voler à une altitude bien supérieure à celle de tous les avions de l'époque. Le U-2 est top secret et le restera. La CIA et l'Air Force avaient constitué des équipes baptisées Blue Book, chargées d'interroger les pilotes et les contrôleurs aériens et de leur expliquer qu'ils n'avaient pas vu un ovni, mais qu'ils avaient assisté à un phénomène naturel. Par exemple, un pilote de la United Airlines, reliant San Francisco à Los Angeles, qui racontait avoir vu un ovni à 20 km d'altitude, eh bien, on lui démontrait que ce qu'il avait vu à cette heure de la journée, c'était la réflexion du soleil sur des cristaux de glace qui produisaient une image en mouvement dans le ciel et qu'il ne s'agissait pas d'un objet, alors qu'en fait c'était le U-2 qui avait des reflets argentés. Cette affirmation est absurde, absolument absurde. Il y a eu des milliers de témoignages. Ne me dites pas que le U-2 était capable de s'arrêter en plein vol, de virer et de rappeler une soucoupe volante à ces milliers de témoins. C'est absurde. Le U-2 vole à 25 km d'altitude et en ligne droite. Tous les témoins n'ont pas pu prendre le U-2 pour un ovni. Quelquefois certainement, mais pas les milliers de témoignages dont parle Haynes. C'est ridicule. Pour les soviétiques en tout cas, le U-2 est un véritable objet volant non identifié. L'espace aérien soviétique grouille d'avions américains de tout type, de ballons et du U-2, sans parler des observations de soucoupes volantes et des boules de lumière. Bien que le U-2 soit repéré par les radars russes, les militaires ne veulent pas admettre son existence. Le premier pilote de chasse qui témoigne avoir vu le U-2 ne reçoit aucune récompense, mais ne récolte que des ennuis, comme tous les citoyens russes qui disent avoir vu un ovni. Ceux qui veulent rester pilotes ont intérêt à ne rien voir d'exceptionnel. Savitsky, le colonel général de l'époque, père du député de la Douma nationale, a discuté avec lui avant de déclarer « Je crois qu'il est un peu zinzin. Cet homme veut se faire remarquer, recevoir une médaille, mais il est impossible que ce qu'il prétend avoir vu existe. » Les Américains envoient des ballons espions au-dessus de l'URSS. Certains les prennent pour des ovnis. La première enquête sur les ovnis en URSS est déclenchée à la suite du lancement d'une fusée qui est tenue si secret que même la commission d'enquête n'apprendra jamais la vérité. On en perdrait presque la tête. Ce qui était étrange dans cette situation, c'est qu'on craignait les conclusions désagréables. Normalement, quand on dit A, ensuite on dit B, et ainsi de suite. Mais là, on préférait s'abstenir et dire que ce qu'on ne savait pas alors pouvait attendre le lendemain. OVNI et U-2, le problème ressemble à une course d'orientation dans un palais des glaces. Le U-2 était un avion crucial qui donnait un net avantage aux États-Unis sur l'Union soviétique durant la guerre froide. En le rendant public, on risquait de perdre cet avantage. Pour cet avion, on peut comprendre que les politiciens aient rechigné à dévoiler ce type d'informations. Se peut-il que pour des raisons semblables, les militaires aient caché aux Américains tout ce qu'ils ont découvert sur les ovnis? Ont-ils d'ailleurs découvert quoi que ce soit? Le gouvernement américain ment-il à ses citoyens uniquement pour leur bien? 15 ans plus tard, les Américains apprennent que l'État leur ment pour dissimuler des pratiques abominables, comme les expériences MK-Ultra menées dans les années 50. La CIA injecte à des êtres humains, à leur insu, du LSD et de la mescaline pour observer leurs réactions. Pourquoi?
L'explication est simple. C'est à cause de la guerre de Corée et des prisonniers américains. La CIA croyait que l'Union soviétique et les communistes utilisaient des drogues pour laver le cerveau des prisonniers, des soldats américains. Cette crainte a incité la CIA et l'armée à effectuer un tas d'expériences à base de LSD. Les expériences les plus monstrueuses sont faites sur des Noirs, car selon une citation, ils sont plus faciles à trouver que des cobayes. La CIA tente de reprogrammer le cerveau pour produire des schizophrènes, des auteurs d'attentats suicides qui s'ignorent. En implantant des électrodes dans des cerveaux humains, ils poursuivent les expériences initiées dans les camps de concentration allemands. Dans certaines expériences du programme MK-Ultra, les sujets étaient enfermés dans une pièce sombre où aucun bruit ne filtrait. Privés de tout stimulus sensoriel, les sujets finissaient par mourir. C'est arrivé au Canada. Les gens perdaient la raison. C'est une chose horrible et le secret qui entourait tout cela était absolument essentiel. L'affaire éclate car plusieurs responsables de la CIA ont omis de détruire des factures de cliniques psychiatriques portant leur nom. Grâce à leur loi, les Américains apprennent des choses incroyables, tels les documents sur les ovnis, que la justice obligera à rendre publics. L'affirmation de la CIA selon laquelle elle ne s'intéressait plus aux ovnis depuis les années 50 ne convainc pas tout le monde. La CIA continue de mentir pour des centaines d'observations, comme pour celle de Redmond. Septembre 1955, à Redmond, dans l'Oregon. Le policier local Robert Dickerson aperçoit durant son service nocturne une lumière étrange dans le ciel. Là-bas, j'ai vu une lumière forte qui descendait. J'ai même cru que l'objet allait s'écraser au sol. J'ignorais ce que c'était. La longueur de l'objet était supérieure à sa hauteur. Il ressemblait à un ballon de rugby, il était brillant, il fumait comme s'il était chaud. Il changeait légèrement de couleur. Dickerson se rend aussitôt à l'aéroport. Il y trouve le contrôleur aérien Laverne Wirtz. Vu de côté, l'objet ressemblait, comment dire, comme si on prenait deux soucoupes et qu'on les collait l'une sur l'autre par le côté concave, en laissant un espace entre elles. Voilà la forme de l'objet. Je me souviens aussi des lampes faisant le tour de l'objet. Elles changeaient de couleur, passant de l'orange à une sorte de jaune. Et comme Bob l'a dit, l'objet brillait et il fumait comme s'il était chaud. L'objet est également repéré par un technicien radar qui alerte aussitôt l'armée de l'air. En quelques minutes, plusieurs chasseurs ont décollé. Ils étaient 6. Les chasseurs sont guidés par la station radar jusqu'à l'objectif. Les pilotes distinguent eux-mêmes l'OVNI sur leur écran. Peu après, j'ai été contacté sur la fréquence militaire et j'ai parlé avec un pilote qui, selon moi, devait être le commandant de l'escadre. 2 pilotes au moins voient l'OVNI. Les chasseurs volent en direction de l'objet au petit matin. Les chasseurs se sont approchés de l'objet. Ils étaient 2. Je sais que l'un d'eux a dû faire une manœuvre pour éviter une collision. Je me souviens aussi qu'un des pilotes a raconté avoir été pris dans un tourbillon d'air provoqué par l'objet et qu'il a failli perdre le contrôle de l'appareil. Il a dû rectifier sa trajectoire pour s'en sortir. L'OVNI s'élève à une vitesse vertigineuse. Il reste quelques secondes encore sur les écrans radars avant de disparaître à plus de 15 000 mètres d'altitude, au-delà du rayon d'action des radars.
La première explication officielle de l'Air Force, c'est que les pilotes avaient décollé pour une fausse alerte à cause d'un faux retour radar. Rien de plus. Le problème, c'est que l'aéroport local avait aussitôt envoyé une équipe pour effectuer des mesures de radioactivité. Pourquoi a-t-on testé la radioactivité sur place s'il s'agissait simplement d'un mauvais retour radar? Explication suivante de l'Air Force, Wirtz et Dickerson ont vu un ballon météorologique. Ils ont prétendu qu'il s'agissait d'un ballon météorologique. Je crois que tout le monde sait à quoi ressemble ce genre de ballon. Ils sont gonflés à l'hélium, ils montent et évoluent au gré du vent. Ils ne peuvent pas monter puis descendre et évoluer latéralement. Un supérieur inconnu de Laverne Wirtz, issu de l'aviation civile, est tellement furieux qu'il envoie tous les procès-verbaux de l'affaire à un groupe d'ufologues. Confronté à ces données, l'Air Force a réprimandé la Direction générale de l'aviation civile pour avoir diffusé des informations erronées. Ensuite, ces responsables ont dit que ce que les témoins avaient vu, c'était la planète Vénus. L'Air Force a tout fait pour banaliser l'affaire. On nous a fait passer pour des idiots, pour des incompétents qui disaient n'importe quoi. L'affaire ne fait plus que la une des journaux régionaux. Les journalistes sérieux se désintéressent désormais des ovnis. À Washington, les services de sécurité s'attachent à écarter systématiquement les ovnis du domaine public. Il s'agit désormais de mettre officiellement fin à toute enquête de l'État. Dans les années 60, les autorités commandent le rapport Condon dans lequel des scientifiques donnent leur avis sur les ovnis. L'objectif était de démontrer que la plupart, voire tous les phénomènes, avaient une explication. Le rapport Condon est même allé plus loin, en affirmant que le sujet n'apportait rien à la science et qu'il valait mieux s'en détourner. Après la presse, c'est la science qui relègue les ovnis au rang de foutaise. C'est un immense pavé de plus de 1000 pages dans lequel on trouve quantité d'informations intéressantes. On y lit même que les ovnis existent, alors que la chose est niée dans la préface. C'est une véritable bouffonnerie scientifique. Mission terminée. Depuis les années 60, les médias sérieux ont totalement abandonné le thème des ovnis. Personne ne peut dire si l'armée et les services secrets américains s'y intéressent toujours. Les ovnis sont devenus l'affaire privée de certains passionnés, tel le Suédois Claes Svahn. Il collecte les rapports et constitue des archives avec d'autres ufologues. Son travail est si sérieux qu'il jouit d'une excellente réputation en Scandinavie, même auprès de l'armée suédoise. Une fois par mois, il rencontre le délégué aux ovnis de l'Institut militaire de recherche afin d'échanger des informations. Paisiblement, à la suédoise. Monsieur Svahn et moi partageons la même vision scientifique des choses. 99% des observations ont une explication scientifique. Et seule une infime portion des phénomènes sont véritablement mystérieux. Peut-être existe-t-il une explication simple pour ce document suédois jamais diffusé. Jusqu'ici, tous les experts consultés depuis 1997 n'ont pas trouvé de réponse. Esdalen, en Norvège. Ici, les témoignages d'ovnis étaient si nombreux que des scientifiques privés ont fini par installer une caméra automatique. Elle a déjà fourni quelques documents intéressants qui ont démontré que les phénomènes lumineux sont dus à des champs électromagnétiques très puissants. Officiellement, la CIA et l'armée américaine ne s'intéressent plus aux ovnis depuis 4 décennies.
Mais est-ce bien vrai? Dans les années 90, des ufologues ont réussi à obtenir la copie d'un rapport sur un étrange combat aérien entre un chasseur iranien et un ovni au-dessus de Téhéran en 1976. Les documents donnent même la liste des destinataires, parmi lesquels le ministre des Affaires étrangères Henry Kissinger, la CIA, la NSA, le chef de l'armée de l'air et la Maison-Blanche. Les pilotes civils et militaires ont signalé pas moins de 3400 ovnis. Quand on considère les faits décrits par les témoins et qu'on les compare avec les déclarations de certains responsables officiels américains qui disent que c'est faux, nous avons le choix de dire qu'ils mentent ou bien qu'ils ne savent rien. Ils sont idiots ou bien ils mentent à la population. Il faut choisir entre les deux. Il ne s'agit plus seulement des ovnis, mais bien du fait que le pouvoir manipule la population comme des marionnettes. Les citoyens sont désinformés. On leur ment, tout simplement. Napoléon Bonaparte a dit il y a bien longtemps qu'un gouvernement autoritaire avait le luxe du silence. Comme un gouvernement démocratique ne jouit pas de ce luxe, il est contraint de mentir. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 40 et 50. Les autorités n'ont pas cessé de mentir concernant les ovnis. Et au XXIe siècle, il faut se rendre à l'évidence que le gouvernement américain reste silencieux sur les ovnis. Aux États-Unis, certains scientifiques s'intéressent aux ovnis. Mais aucun d'eux ne doit compter sur une aide de l'État pour procéder à des recherches sur le sujet.